Bonjour à toutes, bonjour à tous, peuple de Malia. On se retrouve aujourd'hui pour la huitième. Je vous dis huitième parce que oui, c'est ça, c'est la huitième vidéo sur Malia pour la lecture et découverte des règles. On a sacrément bien avancé puisque nous en sommes au combat. On a vu la dernière fois les généralités qui composaient le mode combat avec des choses très sympa, d'autres, de mon point de vue, un peu moins. Chacun en retirera ce qu'il le veut. En tout cas, nous sommes à la page 50. Oui, c'est ça, 56. Là, on va voir le mode combat du côté héros et du côté ennemi. Les créateurs ont dissocié ces deux éléments. Ça veut dire que, il va y avoir potentiellement des règles très spécifiques aux uns et aux autres. Donc, encore une fois, attention, beaucoup de règles spécifiques. Allez, on y va, on passe sur le plateau joueur qui nous sert à avoir une vue de l'ensemble. J'ai rien touché de la dernière vidéo pour découvrir les généralités du mode combat. Donc on va reprendre, j'ai dit page 56. Let's go. Oui, c'est bien ça. Ok. C'est le chapitre 7 du mode combat, c'est-à-dire le mode combat côté héros. Alors, les héros vont utiliser leurs cartes armes pour se battre contre les ennemis et les associer avec les effets de leur équipement, armure et talent, et avec les potentiels effets de leurs jetons aura. Donc, quand on attaque côté héros, c'est les armes, les effets d'armure et des talents, et les effets des jetons aura. Il y a déjà trois éléments à prendre en compte. Ok. Ils se déplaceront également et interagiront avec les éléments des tuiles. Des événements spécifiques peuvent survenir pendant le combat. Si un héros se déplace sur un jeton intérêt, il doit le résoudre immédiatement. Ah d'accord. D'accord. Donc les jetons intérêts, ce sont ces jetons-là de mémoire ou ces jetons... Non, c'est pas ces jetons-là. Ou ces jetons-là. Je veux vérifier tout de suite la tête des jetons intérêts. Alors, dans le matériel, c'était sur la vue globale. Jetons scénario, jetons réussite, jetons invocation. Ah, mais oui, d'accord, quand il parle de jetons d'intérêt, ça doit être relatif aux jetons scénario. Ça, ce sont les jetons invocation. Ça n'a rien à voir. Ok, donc on peut se faire emmerder en plus des ennemis par d'éventuels événements qui vont se déclencher. Bon, première chose, déplacement de nos héros. Les héros se déplacent en utilisant leurs déplacements gratuits et en ajoutant éventuellement des déplacements supplémentaires grâce à leur point d'action. Rappel, le déplacement gratuit n'est pas sécable. S'il n'est pas utilisé en entier, l'excédent est perdu. Oui. Et le déplacement gratuit, il est ici. Un héros engagé avec un ennemi, soit au début de son tour, soit au cours de son déplacement, perd son déplacement gratuit. Ah ouais, ça doit faire la troisième fois qu'ils le disent, mais c'est important de le répéter. Donc on perd le déplacement gratuit ou ce qu'il en reste pour son tour en cours. Donc engagé au corps à corps, pas de déplacement gratuit. Et si au cours de notre déplacement, on rentre en engagement adjacent à un ennemi, on perd le reste du déplacement gratuit. Ok. En revanche, il peut toujours utiliser des points d'action pour se déplacer en se désengageant de son ennemi, en s'écartant de lui.
Alors là, ça me fait penser à Warhammer Quest, notamment la Cité Maudite, là, que j'ai joué en dernier, il y a quelques semaines. Et c'était pareil, on se déplace et dès qu'on rentre dans la zone de... Ça porte un nom, ça. La zone de contrôle, voilà. Dans la zone de contrôle d'un ennemi, crac, on s'arrête et là, on est obligé de dépenser et de consommer de l'action. Ça, c'est pour le déplacement des héros. Bon, c'est une règle relativement simple, hein. Le maniement des armes. Il existe deux sortes d'attaques qui sont dépendantes de l'arme. Ou bien attaque à distance par l'icône cible, arme au corps à corps qui permet d'attaquer un ennemi adjacent. Ok, toutes les armes qui ne sont pas à distance sont considérées comme étant au corps à corps. Après, avec le visuel de la carte, on se doute bien que tout ça c'est du corps à corps. Là, on a, alors c'est ici hein, le symbole de cible, attaque à distance, et à main nue, on est forcément au corps à corps. Ok, rappel, pour utiliser une ligne de son arme, il faut avoir les prérequis demandés par la ligne. Ça avait été notifié en page 13. En fonction de ce que l'on veut faire comme attaque, il faut qu'on ait tout ce qui va correspondre à la ligne. Yes, et alors on a un attention, le héros doit planifier son attaque dans son intégralité et dépenser ses points d'action et les éventuels jetons aura avant de lancer les dés. Il ne peut pas ajouter d'éléments ou revenir sur sa décision par la suite. Ah oui, là c'est pour être vraiment dans l'aspect tactique. Une fois décidé, une fois baisé, hein. On est obligé d'aller au bout de son raisonnement. Bon, c'est pas mal. L'attaque. Alors l'attaque elle-même. Pour utiliser son arme, le héros doit se trouver adjacent à l'ennemi pour être au corps à corps. Ouais. Le héros choisit son attaque parmi les lignes d'attaque possibles. Chaque ligne lui indique la marche à suivre pour l'attaque. La première ligne est l'attaque de base. La première ligne, là, forcément, ça va être l'attaque de base. Là, on a la colonne qui nous rappelle la consommation des points d'action. Alors, par contre, on voit que le Yoctal, avec 6 points d'action, à 4 de base, il va pouvoir faire une attaque. Le reste, ça va être de la consommation de déplacement éventuellement, hein. Je pense qu'il y a très peu de héros qui vont pouvoir bourriner avec 2 attaques. Alors ça dépend bien sûr du type d'arme, la hache 4, 5 pour la masse à pointe, ah ok, seulement 3 pour la lame émoussée. Donc si on avait une lame émoussée, on pourrait faire 2 attaques au corps à corps, mais par contre, les conséquences de lancer de dés et d'éventuels dégâts vont être différents, hein. Différentes si ce sont des conséquences. Bon, on n'en est pas là. Donc, on choisit la ligne. Chaque ligne indique la marche à suivre. La première ligne, ok, c'est l'attaque de base. Celle qui est toujours réalisée, si les autres lignes sont possibles et les prérequis validés, le héros peut ajouter les autres lignes. Pour cela, il n'a qu'à dépenser les points d'action demandés. Ok. Attaque de base, ça va me coûter 3. Je lance un dé rouge, je rajoute un dégât. Si je veux faire une attaque, est-ce que ce serait pas contre 2 cibles? Ça me coûte plus un point d'action, je passe à 4. Si j'obtiens la face spéciale sur mon dé rouge, ça équivaut à supprimer un bouclier à l'adversaire. Et je rajoute un dégât. Et si... Et si truc muche machin, ça fait des effets en plus. Bon. Ok. Donc en fait, on peut raisonner par palier en fonction du nombre de points d'action que nous avons à dispo. C'est pas, ce n'est pas
J'utilise la ligne 1. Prochaine attaque, j'utilise seulement la ligne 2. Non, la base, c'est toujours la première ligne. 5. Oh la vache, avec le piolet là. De base, c'est 2 dés jaunes. Alors, le dé jaune, ce sont les dés qui peuvent faire 3 dégâts. Ça tabasse, donc 2 dés jaunes. Et si je rajoute plus un point d'action, je vais tabasser à 3 dés jaunes. Waouh! Il y a moyen, hein? Alors, parfois, on a moyen de faire du one-shot sur un ennemi, hein. Sur ceux notamment qui ont 4 ou 5 points. Ça peut être envisageable si en face, leur dé de défense ne leur donne pas de bons résultats. Bon, il y a de quoi râler, hein, bien sûr, en fonction des lancers de dés, mais ça, c'est comme d'hab. Ok. Les effets passifs. La ligne grise. La ligne grise correspond à l'effet passif de chaque arme. Le héros peut l'appliquer à chaque attaque et défense. Hmm. Ah là, ok, mais c'est simplement que toutes les armes n'ont pas forcément de ligne grise. Ok. Ah bah c'est très bien parce que ça c'est un bon exemple avec l'épée émoussée là. La ligne grise, donc c'est un effet passif. Pour chaque phase spéciale, sur le dé d'attaque rouge, ça annule le dé d'esquive noire. Ouais, c'est ça. Le héros peut l'appliquer à chaque attaque et défense. Est-ce qu'on a un effet passif sur de la défense? Les mains nues, non. Bon, non, mais ça ce sont les armes basiques, hein. Donc, pour chaque attaque, la première ligne rouge. Pour cette attaque, la première ligne rouge de la carte arme. Le héros lance 2 dés jaunes. Oui. Et il obtient ce résultat. L'effet passif de la carte, donc sur la ligne grise, active la face spéciale des dés jaunes. Le résultat de cette attaque est donc de 3 dégâts. Ping poum. Bon, faut y penser, hein. L'attaque de base. La première ligne rouge de chaque arme représente l'attaque de base. Il faut dépenser le nombre de points demandés pour bénéficier de l'attaque. Chaque ligne d'attaque précise les éventuels effets et les dés que lancera le héros contre son adversaire. Pour la première ligne, le héros jouera avec 2 dés jaunes en dépensant 4 points d'action. On est bon. Après, on peut améliorer l'attaque via le maniement. Tiens donc, un mot-clé, le maniement. En parlant de mots-clés, j'ai pesté et râlé parce qu'ils ne nous ont pas fourni de carte d'aide, mais quand je reprends la doc, on n'a pas un glossaire. Pas du tout. Ce qu'ils appellent glossaire, c'est uniquement un glossaire sur les icônes, mais ça on y reviendra, vous voyez, je vous les montre, il y a plusieurs pages qui rappellent les icônes, mais bordel de bordel. Créateur, éditeur, mettez-nous des glossaires par mots-clés pour qu'on se reporte facilement aux pages de règles. J'allais dire putain, je vais enlever le mot putain. Allez, mais bon sang, c'est la base, ça, dans les jeux, les gros jeux. On n'est pas au Skyjo, là, les gars. Donc, bon, bah, maniement, améliorer l'attaque via le maniement. Quand j'aurai dormi, bah, je serai bien content demain matin de me réveiller en disant c'était quoi déjà le maniement, c'était quelle page? Bah là, je pourrais pas. Bah voilà. Bon, allez, on y va. Les lignes rouges suivantes dépendent du maniement de l'arme par le héros. Elles peuvent avoir un prérequis que le héros doit remplir. Alors attention les yeux là. Ici sur la ligne du milieu. Donc c'est la ligne jaune en haut. Le héros possède le prérequis de la deuxième ligne. C'est-à-dire il faut avoir 2 en dextérité. Il peut donc utiliser cette ligne. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc si j'en reviens à mon épée émoussée, là, il faut que le héros possède
minimum 2 sur sa compétence de sens, pas de science. ISS Vanguard sort de ce corps. D'accord, d'accord. Et si je veux utiliser ma dernière ligne, il faut que j'ai au moins 4 en connaissance. Bon, bah ça va, la lecture est simple et rapide. Donc attention à qui on va donner les armes, parce qu'effectivement, d'un héros à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques. Alors ça fait très jeu de rôle, c'est super sympa. Et on ne voit pas ça dans tous les derniers dungeon crawlers sortis, hein. C'est bien. J'aime la diversité. Donc là, le héros possède le prérequis de la deuxième ligne de en dextérité, ok. Et en dessous, s'il avait 4 en physique, il pourrait également l'utiliser. Donc ça pourrait faire très mal parce qu'en dépensant 2 points d'action supplémentaires, il peut se donner un bénéfice, un bonus avec 2 lignes. Énorme. Pour utiliser le maniement de son arme, le héros doit dépenser les points d'action demandés. Les effets de ces lignes sont ajoutés à l'attaque de base et à l'effet passif. Les effets se cumulent les uns aux autres. La dernière ligne de maniement, si le héros dispose du prérequis, peut être utilisée indépendamment de la ligne de maniement précédente. Oui, on fait ce qu'on veut. On mixe comme on veut. Le héros peut également utiliser les 3 lignes d'attaque en payant tous les coûts associés. Ça c'est bien parce que, bah oui, on peut très bien donner cette épée émoussée à quelqu'un qui a 4 en connaissance, seulement 1 en sens, donc il pourra utiliser la ligne de base, la première ligne, non, la ligne de base elle est là, le petit bonus et la ligne avec ses 4 en connaissance. Puis si au cours de la campagne, il arrive à choper un point de sens en plus, il fera bien comme il voudra, donc 3, 4, 5, avec 5 points d'action. Il fait très mal. Bonjour les combinaisons. J'espère qu'autour de votre table, vous aurez des joueurs qui ne prennent pas 15 plombes à sélectionner leurs lignes qui sont trop calculateurs, parce que ça a le don de me péter les noix. Ah, mais vas-y, tu tapes, t'es là pour t'amuser, tu verras bien ce qui se passe. Alors oui, il faut regarder un minimum, mais on y va là. Action. L'exemple en dessous. Le héros décide d'utiliser ces 2 lignes pour son attaque. Il possède le prérequis de en dextérité et de la deuxième ligne. Il dépense 5 points d'action. Paf. Pour cette attaque, le héros lance 3 dés jaunes, il obtient ce résultat. Puisque la phase spéciale est activée, dans la ligne d'effet passif, le résultat final est de 2 dégâts. Ou que 2 dégâts avec autant de dés jaunes, c'est pas terrible. Il va falloir changer. Alors, ça me ramène à une réflexion que j'ai faite probablement la dernière, voire l'avant-dernière vidéo. Ça peut être très sympa de commencer la campagne avec 2 héros. On fait tourner toutes les premières règles, on voit comment ça se passe, on s'habitue à l'utilisation de nos armes ou de nos effets main nue, parce que là pour le coup, en effet main nue, on a tous les basiques hein, à appliquer. Et puis quand on commence à être à l'aise après 2-3 sessions, on vient greffer un autre héros. Et puis voilà. Alors là, je parle en solo, hein, bien sûr. Mais la courbe d'apprentissage peut être vraiment fun comme ça. D'ailleurs, ce serait peut-être à réutiliser avec d'autres jeux, ça. Si je me tourne vers ma pile de gameplay à venir, Drunagor, bizarrement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de démarrer avec 2 héros. Mais bon, là, je verrai, hein, parce que ça a l'air très touffu. Pas forcément complexe, Drunagor, mais ça me paraît plus facilement digeste dans la préparation.
Ok, bon, Etherfield, c'est un cas un peu particulier, c'est pas du dungeon crawler en soi. Frosthaven, bah, avec l'habitude, ça devrait y aller. Nova Etas, j'aurais peut-être dû faire ça avec Nova Etas quand j'ai commencé la campagne. Parce que c'est pareil, hein, je mets en règle touffue Malia Nova Etas sur le même plan. Et Maladoum, bah Maladoum, pourquoi pas aussi, éventuellement démarrer avec deux héros et puis voir deux ou trois. Bon, alors voilà ce que j'aime hein, quand je fais lecture et découverte de règles, c'est toutes ces réflexions et les projections que ça amène. C'est génial. On y va avec une astuce. Une attaque peut être améliorée en utilisant un point d'aura. Le héros choisit alors l'effet indiqué dans sa zone d'aura. Eh ben, je sais plus où c'est caché. Tout ça, compétence spéciale, on l'a là, 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 là. Bon, ça reviendra. Pour l'instant, on avance sur le combat. Donc, maniement des armes, ça va, c'est pas une usine à gaz, ça c'est plaisant par contre. C'est juste des points de règle à se rappeler. Bon, bah oui. Spécificité des armes à distance. Ben voyons. Le fonctionnement est le même qu'une arme au corps à corps, donc le petit bonus en gris. Base, on rajoute les éléments qu'on veut et que l'on peut. Par contre, excepté que le héros doit bénéficier d'une ligne de vue, si celle-ci est valide, logique. Les obstacles bloquants empêchent la ligne de vue, ça c'est un rappel très bien, et les obstacles gênants ne les empêchent pas, mais octroient un bonus pour le défenseur, qui se traduit, si je m'en souviens bien, par un dé d'esquive supplémentaire. Ah! Focus avec les flèches spéciales. Alors par contre, je m'aperçois que ça y est, dans la région dans laquelle nous sommes, sur notre plateau de voyage, le soleil se lève. Donc, on va le calmer un petit peu. Genre comme ça, c'est pas mal. Alors, c'est l'histoire de flèches spéciales. Depuis le temps qu'on m'en parle et que nous savons que sur notre plateau équipement, on a ici tout un tas de cases réservées à ces flèches spéciales, c'est quoi? Des flèches spéciales peuvent être fabriquées par les héros ou bien être gagnées au cours de leur aventure et sont rangées dans le sac à dos. Elles peuvent être défaussées lors d'une attaque pour gagner le bonus associé. Comme le reste de l'attaque, le choix de l'utiliser est fait avant de lancer les dés, ouais. Le héros ne peut pas choisir d'ajouter une flèche spéciale après son lancer de dés. Une seule flèche maximum est défaussée par attaque. Ah ouais, ça fonctionne. Alors est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah oui, couillon. Couillon, couillon. Alors, moi. Oh putain, ça va être excellent ça. En fait, ils sont partis, ils, les créateurs, supposition, ils sont partis sur une base de gameplay que l'on retrouve partout ailleurs, en se disant, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé faire ça dans la Cité Maudite? Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire ça dans Gloomhaven? Et ils se sont dit, on va faire la base et puis on va voir les points de raid sur lesquels on va aller rajouter une petite couche supplémentaire. Moi, je veux toutes les flèches spéciales. Voilà. Vert, rouge, jaune. Et c'est qui les tireurs d'ailleurs? Ah mais non, faut pas que je raisonne comme ça. C'est en fonction de comment on va équiper les uns les autres. Euh, Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, parce que machinalement là, tiens, j'avais pas fait gaffe. Maintenant que je les vois côte à côte, ils se sont pas fait yesh, hein, c'est les deux positions. Alors celle-ci est un peu plus stylée. Elle, elle très bien aussi. Les deux bras en avant. On, on va pas partir sur leur donner oui c'est ça, des armes à distance.
Toi, t'es plus corps à corps. Parce que pour moi, une figurine me parle énormément, hein, me renvoie un type de gameplay direct. À ma distance, tu pourrais être toi. Toi, je te vois pas avec de la distance. Ah, la vache! C'est. On n'a pas beaucoup de tireurs là dans l'esprit, juste à voir comme ça. Toi, c'est du corps à corps, hein. T'as l'air vénère. Éventuellement l'ancienne, je sais pas. Elle, c'est du corps à corps. Ah ouais, tiens. Tiens. Bon, bah on verra au fur et à mesure, hein. Nos flèches spéciales, donc gagnées ou fabriquées. Elles vont dans le sac à dos. Elles peuvent être défaussées lors d'une attaque pour gagner le bonus associé. Comme le reste de l'attaque, le choix de l'utiliser. Oui, ça j'avais dit. Pardon. Défausser une flèche verte. Donc c'est ici, hein. Ça permet d'annuler le lancer d'un dé d'esquive du défenseur. Alors, autant ils se sont bien impliqués pour donner tout un aspect rôliste à Malia, autant dire une flèche verte, on, on sort de l'immersion là. Flèche rouge, ça fait quoi? Permet de réduire le coût de l'attaque entière, moins un point d'action. Ah, bien! C'est comme une visée perçante. Vous voyez, déjà visée perçante. Paf! Et puis le dé jaune, défausser une flèche jaune permet d'ajouter un dé de puissance à son attaque de base. Ah ouais, des jaunes, c'est énorme. Donc ça, c'est une attaque, je sais pas, la flèche, c'est quoi déjà? Dans Fate Forge, c'était bien nommé. Il me semble que les noms comme ça étaient vraiment sympas. Ok, un tir visé par exemple. Donc seuls les héros avec une arme à distance équipée et possédant ces cubes dans leur sac à dos peuvent les utiliser. Ça paraît bête de le redire, mais c'est comment l'expression ça va sans dire. Oui, mais c'est mieux en le disant. Les effets des flèches spéciales sont limités à une seule attaque. Si le héros souhaite avoir un effet pour la prochaine, il devra utiliser une autre flèche. Et donc, dans notre sac à dos, on est limité à 6 flèches spéciales. Sauf que, imaginons qu'on pourrait raisonner avec des bourricots. Tiens, bourricot, mon pote, stocke-moi ces flèches spéciales-là, puis on fera des échanges le moment voulu. Pensons-y. Alors, lancer plusieurs attaques dans un même tour. S'il lui reste suffisamment de points d'action après son attaque, un héros peut lancer une autre attaque. Mais oui, c'est vrai que dans certains jeux, c'est déplacement attaque, point barre, ou attaque déplacement. Alors que là, tant qu'on a une consommation possible de points, on y va. Il est parfois préférable de garder quelques points d'action pour se détendre plutôt que de lancer une seconde attaque pour se détendre. C'est bizarre comme formulation. Pour se détendre, on se détend pas en plein combat, hein. Bon, ok. La défense côté héros. Alors là, on avait, oui, toute l'attaque côté héros. Maintenant, la défense côté héros. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi, le héros va utiliser la partie défense de sa carte. Ah oui, c'est vrai qu'il faut penser à ça, hein. Attaque-défense, ce qui est bien, c'est que tout est centralisé sur un seul et même objet. Ok, et dans notre paquet grande carte armes, ça c'était des armes un peu plus badass. Là, encore plus badass. Ah non, là on est sur les armes classiques à débloquer en cours d'aventure. Ouais, ça fait moins l'arme du pauvre quand même, hein. Là, oui, on commence à être sympa. Ah, par contre, ils tiennent absolument à ce que les épées soient émoussées, hein. Bah oui, elles servent. Ouais, cool. Du bâton, double lame, bam bam. C'est bien. C'est bien, mais
Il n'y en a jamais assez, hein. Ça, c'est... Là, je pense, si, il y en a assez parce que même si on joue à 4 héros max, il y a de quoi faire. Et après, il faut pas oublier qu'on passe aux versions plus plus. Donc c'est bien, il y a de quoi faire. C'était dans Descent, Légende des Ténèbres où je trouvais que c'était un petit peu limité. Ok, donc maintenant la défense. On a dit que, on va revenir avec notre épée émoussée là, j'aime bien cet exemple. Ça c'est la partie défense. Ok. Zone de défense. Comme pour l'attaque, le héros va dépenser des points d'action. Ah oui, attention. On agit, mais après les héros vont nous attaquer. Donc les points d'action, plutôt que de faire 2 attaques, même si on a le quota, faut peut-être en garder pour se défendre. Là, si je dépense rien, j'ai droit à un dé de base. Si je dépense un point, je rajoute. Alors je rajoute pas un dé, mais si je fais la face spéciale, ça me fait un bouclier. Bah si quand même, on rajoute un dé. Et si je dépense... Alors, je suis pas obligé de dépenser plus 1, je peux directement dépenser plus 2 pour me donner 2 dés de défense. Pour peu qu'en face, l'ennemi nous supprime avec ses compétences d'attaque un dé bleu, ça va faire yo-yo, hein. Ça va être très... comment on va dire? Ça va nécessiter de faire pas mal de micro-pauses quand même pour dire combien j'ai de dés, qu'est-ce que je fais, je rajoute ou pas, en fonction des ennemis. Parce que avant de connaître parfaitement tout son plateau joueur, ses équipements, ses armes, et de connaître parfaitement tous les différents types d'ennemis avec leurs capacités, il va s'écouler un sacré moment, hein. Ok. Donc, ces lignes sont également cumulables, hein, sur le même principe que les attaques. On peut activer des faces spéciales. Le héros peut se défendre. Ah putain, pardon. Pardon, il est quelle heure là? Au moment où je vous fais la vidéo, il est 10h20, je suis peut-être pas encore bien réveillé. L'affichage sur l'écran est bien, mais pour se défendre, pas se détendre. Mille excuses, vous avez dû hurler quand j'ai prononcé pour se détendre. Oui, 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 c'est pour se défendre. Contre chaque attaque qu'il subit pendant son tour, il devra payer l'éventuel coût en points d'action pour chaque défense effectuée. Extra. Exemple, pour se défendre, le héros utilise la première ligne de sa carte, qui ne lui coûte rien, 0 point. Il peut activer la deuxième ligne car il possède le prérequis en 2, c'est-à-dire minimum 2 en dextérité. Ouais. Mais pas la 3 car il n'a pas 4 en physique. En rouge ici, ouais. Il n'a pas de point d'action à dépenser pour cette défense. Si la carte révélée est une face spéciale, si la face révélée est une face spéciale, ce dé vaudra 2 boucliers. Ok. Les armures. Ah mais oui, c'est vrai, parce qu'on peut adjoindre à notre arme une armure. Armure que l'on va aller prendre dans les différents objets disponibles. Ah ouais, ben tout vient de là en fait. Tais-toi, Friedrich, mais tais-toi. Allez, considérons qu'on chouine, on n'a pas beaucoup d'armes disponibles. Sauf que là-dedans, là, dans les objets de base, on va avoir de quoi venir greffer des armures. Donc ça rajoute des effets supplémentaires. On a des objets de base armure, mais on va avoir en plus, je suppose, hein, des objets plus d'armure dans ceux qui sont évolués. Non? Bah si, là par exemple. Ah bah voilà, ils sont là. C'est vrai que j'ai pas mélangé. Ouais, on peut rajouter des anneaux, des colliers. Ok. Donc la richesse de combinaison est quand même là, hein.
Bien. Vous voyez que ça sert de se poser calmement et puis on en parle. Donc, en plus de la défense de base indiquée sur l'arme, un héros bénéficie du bonus indiqué sur sa carte armure équipée. Ce bonus est toujours actif et gratuit. Donc, ça rajoute une ligne, mais ça peut être vraiment une ligne salvatrice en plein combat. La défense de base de ce héros est d'un dé de défense grâce à la carte arme et un dé supplémentaire grâce à la carte armure. Et puis on a des effets supplémentaires de l'armure. Certaines armures ont un effet de défausse. Ah oui, c'est vrai, qui permet de détruire l'armure pour générer un effet de défense puissant. Ce choix peut être fait après avoir lancé tous les dés et avoir vu le résultat. L'armure défaussée est remise dans la pioche d'objets correspondante. Là, si on a l'effet défausse, ça équivaut à une face esquive. Ouais, ça peut être un sacrifice nécessaire pour éviter de tomber inconscient. Dans certains cas, si un héros perd son dernier point de vie, il doit défausser son armure, désormais détruite, sans appliquer les éventuels effets de défausse. Ah ouais, ok. Là, on voit qu'on a l'icône héros hors combat. L'effet à appliquer, c'est on défausse l'armure. Cet effet ne s'applique qu'en mode combat. Le héros conserve son armure en mode infiltration. Ah ouais, il y a ça aussi. Si ça avait été en mode infiltration, on aurait eu ce symbole avec la croix rouge à côté. Ah purée, ça j'y penserai plus, hein. Ou alors une fois jamais. La mise en attente en mode combat, ça c'était sympa. Un héros peut se mettre en attente durant le mode combat pendant la phase d'action. Fonctionnement est exactement le même qu'en mode infiltration. Il doit dépenser les points d'action et le déplacement gratuit est perdu. Un héros en attente peut reprendre la main gratuitement. Dans ce cas, il retourne son cube, oui c'est vrai, sur la face action et joue son tour. Il peut interrompre le tour d'un allié ou d'un ennemi à tout moment, avant ou après une action, même au milieu d'un déplacement, mais jamais lorsqu'un combat entre deux personnages est en cours. Ok. Dès que les premiers dés d'attaque sont lancés, le combat commence. Exemple, un ennemi déclenche un combat contre l'ancienne et lance ses dés d'attaque. L'attaque a donc commencé et ne peut pas être interrompue. Le Yoctal en attente ne peut pas reprendre son tour avant que le résultat de l'attaque soit appliqué. Une fois l'entièreté de l'attaque et de la défense résolue, le Yoctal peut sortir d'attente et réaliser des actions. Le tour du héros ou de l'ennemi interrompu est mis en suspens. Une fois que le héros ayant interrompu termine son action ou se met en attente, le tour de celui qui a été interrompu reprend où il en était. Là encore, ça fait plus que des micro-pauses, hein, parce que faut bien suivre le cours de la partie là où on en est, et ça reprend. Alors, ça c'est pour la mise en attente. Ça veut dire qu'on peut interrompre un déplacement. Si un héros se déplace vers le héros le plus proche et que ce dernier a changé de place en reprenant son tour après une mise en attente, et qu'il n'est plus le héros le plus proche, l'ennemi change de direction vers le nouveau héros le plus proche. Ok, toi, tu es ciblé. Admettons qu'il ne me reste plus qu'un point de vie, c'est pas le moment de me prendre des dégâts. Avant le déplacement, je l'interromps parce que je m'étais mis en attente. Je me recule. Alors on peut même dire si on était comme ça. Je me recule. Lui reprend son tour. Ah, il était là, il n'est plus là. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là.
Il avance quand même, mais en focalisant le nouveau héros qui est immédiatement dans sa ligne de vue et disponible. Bien. Oui, alors en dessous, c'est qu'est-ce que je viens d'appliquer? On est d'accord? Ah, Yoctal est en attente, c'est autour de l'ennemi, il se déplace vers le héros. Le Yoctal possède un déplacement de 4. Pour sa prochaine action, l'ennemi va donc pouvoir l'attaquer. Le Yoctal décide de sortir d'attente pour éviter l'attaque, donc il dépense ses points pour s'éloigner. Puisqu'il n'avait pas encore attaqué, c'est l'action de déplacement qui a été interrompue. L'ennemi peut donc continuer de se déplacer. La cible ennemie s'étant éloignée, il va reporter son attention vers l'ancienne, qui maintenant est la plus proche. Ça va, ça reste logique. Astuce. Se mettre en attente lors du mode combat peut permettre, en reprenant la main, de fuir un ennemi, d'attendre qu'il se rapproche avant d'agir, ou bien d'intervenir de quelque façon que ce soit. Si le héros a interrompu un autre héros, ce dernier reprend son déplacement mais peut choisir de modifier la fin à sa guise. Oui, autant les ennemis sont soumis à la règle du héros le plus proche, alors que quand c'est nous qui avons la main, on fait bien ce qu'on veut. Et puis on peut reprendre la main pour attaquer. En attente, on peut reprendre la main pour attaquer l'ennemi, mais qu'il ne le tue pas pendant son attaque, l'ennemi reprend son action en cours. Oui, ça c'est logique. Parfait. Alors, le Yoctal est en attente. C'est au tour de l'ancienne. Alors, l'ancienne, elle est là en 2. C'est elle qui est censée jouer. Elle s'apprête à attaquer l'ennemi qui lui est adjacent. Le Yoctal, hop, attends, sort de l'attente en coupant l'action de l'ancienne et se déplace avant d'attaquer l'ennemi. Alors ça va faire débat autour de la table. Mais non, mais laisse-moi le tuer. Non, 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 mais attends, parce que moi j'ai des bonus, tu vas pas y arriver, j'y vais. Non, mais laisse-moi le tuer. Non, mais je m'en fous, j'étais en attente, j'interromps mon attente. Pour le coup, c'est toi qui passes après moi, parce que je sors de l'attente. Et là, c'est la bagarre autour de la table. Ok. Donc, mon gars Yoctal, pour son attaque, le Yoctal bénéficie du bonus en surnombre. Ah ouais, carrément. Putain, je l'avais oublié celui-là. Et alors, ce qui est chouette, c'est que le surnombre, et c'est logique, il n'y a pas besoin d'être deux héros adjacents les uns aux autres, hein. C'est le surnombre, point barre. Ce qui va bénéficier aussi après à l'ancienne, pour le coup. Donc pour son attaque, le Yoctal bénéficie du bonus de surnombre grâce à l'ancienne qui est elle aussi adjacente à l'ennemi. Ainsi, l'ennemi subit un dégât supplémentaire. Le Yoctal inflige de dégâts. Ce n'est pas suffisant pour le tuer, mais ça facilite la tâche pour l'ancienne. Son tour reprend et elle attaque l'ennemi. Elle bénéficie aussi du bonus de surnombre grâce au Yoctal qui est maintenant adjacent à l'ennemi. Nom de Zeus, Marty! Ah la vache! Pourquoi la vache? Parce que tactiquement, ça apporte des trucs de fou. Oh purée! Alors, c'est bien de démarrer à deux héros, mais si vous êtes des fervents des jeux tactiques, bah autant se dire, ah ouais, non, non, mais par rapport à toutes les options de combat sur le plateau, on va jouer à trois héros parce que on va pouvoir faire des combos de malades. Alors moi, c'est pas mon profil de joueur, hein. Ça, je préfère y aller tranquille plutôt que de me foirer sur tout un tas de trucs, mais c'est ça, hein. On a une bonne base de tous les dungeon crawlers qui existent, et puis on va rajouter les petites sous-couches, les effets à tiroir qui vont bien. J'ai envie de dire assez passionnant, ma foi. Ah! Ah bah là, ça fait plaisir parce que
J'avais peur encore une fois, ma crainte était qu'on ait de l'usine à gaz à enfilade. Et en fait, non, non, non. Alors bien sûr, il faut penser à tous ces points de règle, mais tout ce que j'ai lu là, ça a été vachement fluide et tout est logique. Donc avec un petit peu de pratique, on a vraiment des règles de combat qui sont super, super chouettes. Bonne précision. Ok. Et on arrive au mode combat côté ennemi. Alors eux, oh putain, ils vont nous faire des trucs pas cool. Alors c'est souvent avec les règles des ennemis où j'ai des points de désaccord hein, dans les différents jeux. Souvent c'est plutôt côté ennemi, genre un truc classique. Les héros sont impactés par les terrains difficiles, mais pas les ennemis. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Bah ça, moi je suis contre. On va voir là-dedans. Dedans avec Malia. Donc, mode de combat côté ennemi. Les ennemis utilisent leur carte qui contient toutes les caractéristiques. Comme les héros, ils lancent par le biais des joueurs des dés en attaque et en défense et appliquent les éventuels effets de leurs jetons amélioration. Ça m'a fait grincer des dents parce que oui, les ennemis, d'un tour à l'autre, vont avoir des améliorations. Mhm. Et les différents malus. Ok. Focus, présentation des cartes ennemies. Présentation. Alors ça, c'est très bien encore une fois parce que ces cartes-là, on les a vues en début de règles. Hein, ça a déjà été expliqué. Mais là, pour le combat, on en remet une couche. Le blason de l'ennemi. Référence du tableau de déploiement. Yes, yes, yes. Consigne d'infiltration en deux. Ces effets ne s'appliquent qu'en infiltration. Là, on a bien l'icône infiltration. OK. La ligne, alors c'est pas forcément le bon aiguille là, bon exemple. Bah non. Prends ce que tu as à l'écran. La ligne d'attaque. OK. Certains ennemis ont même plusieurs lignes d'attaque, notamment les mini-boss boss. La ligne de défense juste à côté. Ça c'est clair, hein. À lire c'est clair. Tableau des caractéristiques de l'ennemi, bah, c'est comme sur le plateau héros. Hein. Nous, on a nos caractéristiques en haut à droite. Eux, c'est pareil. Piou, piou, piou. Enfin, caractéristiques, pardon, en bas de notre plateau. Après, ici, on a son initiative, son déplacement et ses points de vie. Puis, on attaque les consignes spéciales. Chaque ennemi peut posséder des consignes spéciales. Elles concernent souvent des faces spéciales de dés. Ces consignes peuvent se référer à l'attaque ou à la défense, rouge-bleu. Alors ça, c'est uniquement en attaque parce que des rouges. Ça, c'est uniquement à la défense parce que des bleus et liseré bleu derrière. Ok. Certaines consignes ont un fond blanc. Cela indique que c'est un effet qui peut toujours être actif. Oui, c'est vrai, ça me parle. Alors, c'est ça le fond blanc en fait. Ah non, pas du tout. Ça, c'est l'action spéciale. Des consignes sur fond blanc. Piou, piou, piou. Hmm, ouais, ce serait ça alors. Parce que en bas, ce serait systématiquement l'action spéciale des jetons amélioration. Ah oui, il y a le symbole. D'accord. Donc, sur le fond blanc qui est plutôt gris, ça c'est une consigne, un effet qui est toujours actif. Et ça, on a bien le symbole du jeton amélioration. Pas du tout. Jeton. Ah, j'avais pas pris la bonne case tout à l'heure. Jeton amélioration. Ok.
Ben ouais, quand on active un ennemi, il faut penser à oups, toute la lecture. Il y en a un paquet quand même, hein. Donc, l'effet dans ce cadre est déclenché pour chaque pion action spéciale placé sur la carte ennemie. Et en rappel, certains ennemis peuvent recevoir plusieurs jetons amélioration, mais même pas en rêve. Maintenant, le comportement de ces ennemis. Les ennemis ne sont pas libres de choisir leurs actions, ils suivent un protocole. Leur objectif principal est toujours l'attaque, mais ils doivent suivre les règles suivantes pour y parvenir. Attaque au corps à corps. Alors, la variante sur l'attaque engagée. Certains ennemis possèdent l'icône déplacement, oui, à côté de leurs caractéristiques de déplacement. Là. Pour ces ennemis, la règle change. Ces ennemis s'acharnent sur la même victime. Au lieu de se déplacer vers le héros non engagé le plus proche, ils vont se déplacer vers le héros engagé le plus proche. Ah, les fumiers. D'accord, donc ça, c'est répété dans le glossaire en fin de règle, hein. C'est acharnement, pas thérapeutique, mais acharnement total. L'ennemi va suivre les comportements des trois options suivantes dans l'ordre donné. Ouais. Alors, l'autre focus, c'est sur le déplacement léger. Il faudra revoir à quoi ça correspond, mais on a aussi une situation spéciale avec la botte et les ailes. Alors, trois options suivantes dans l'ordre. Première option, si l'ennemi est engagé avec au moins un héros. Cet ennemi attaque un héros adjacent. Paf. Si plusieurs héros sont adjacents, il attaque en priorité un héros qui n'a pas encore été attaqué par ce groupe d'ennemis pendant ce tour. Ou alors, c'est au D6. 1, 2, 3, c'est lui. 4, 5, 6, c'est lui. Troisième variante, c'est oh putain, ouais, alors lui, il n'a pas encore été attaqué, mais il lui reste qu'un point de vie. Bah non. Là, j'auto-décide qu'il va réattaquer le même personnage qui a le plus de points de vie. Vous faites bien comme vous voulez. Mais ça, c'est typiquement le genre de petite variante que j'applique pour pas crever comme un sale chien dans un donjon. Mais la règle de base, c'est si plusieurs héros sont adjacents, celui qui est attaqué, c'est celui qui n'a pas encore été attaqué pendant le tour. Et puis si on a les différents symboles, que ce soit déplacement, déplacement léger, là, l'ennemi attaque le héros engagé qui a déjà été attaqué, si possible, par ce groupe d'ennemis. Ça me rappelle les plaques rouges données par Gloomhaven, où dans la règle de focus, fallait respirer, et puis au final, au bout d'un moment, on dit ouais non mais vas-y, je suis le plus proche, il m'attaque. Mais ce qui est bien, c'est que pour les joueurs très tactiques, encore une fois, et ben alors là, il y a de quoi se faire plaisir, hein. L'option numéro 2. Aucun héros n'est engagé. L'ennemi se déplace en utilisant son déplacement indiqué sur sa carte. Si il a les symboles spéciaux, l'ennemi se déplace pour engager et attaque le héros engagé le plus proche en priorité. Si possible. Sinon, il se déplace vers un héros non engagé le plus proche. Sinon, il se déplace vers le héros engagé le plus proche pour l'engager et l'attaquer. Si plusieurs héros sont à la même distance, il ira en priorité vers le héros qui n'a pas encore été attaqué par ce groupe d'ennemis pendant ce tour-là. Je vous lis la phrase, mais mon cerveau, il comprend bla 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 bla. Parce que typiquement, ça, ce sont des règles où au premier combat, on a fait son petit mémo, et puis on reprend. Alors, condition numéro 1. Je l'applique ou pas? Non.
Condition numéro 2, je l'applique ou pas? Non. Et puis on descend comme ça, paf, paf, paf. Et puis au bout d'un moment, on dit ah ouais, ouais, ok, je vois la logique. On va pouvoir l'appliquer sereinement. Mais attention, il y a une troisième option. Si aucun héros n'est à portée d'engagement, cet ennemi se déplace au maximum de sa capacité vers le héros le plus proche. Mais au moins, il n'attaquera pas ce tour-là. Bon, ce que je n'ai pas trouvé en... Alors, c'est pas lourdeur, parce que forcément, pour un comportement d'ennemi, il faut que ce soit super bien détaillé comme ça. Je l'avais pas avec les héros, et bah oui, c'est normal, je retrouve ce type de règles à apprendre, et ça va prendre du temps, dans les comportements ennemis. Mais attention, là, c'était que les attaques au corps à corps, hein. Qu'en est-il des attaques à distance? Alors, attaque à distance. Certains ennemis sont dotés d'une attaque à distance avec le symbole cible. Elle se comporte comme une attaque à distance. Explication sera détaillée dans la partie des sorts. Ah ouais, on n'a pas vu les sorts encore. L'ennemi va suivre les comportements des 4 options suivantes dans l'ordre donné. Donc là, dans le mémo, il faut bien scinder attaque au corps à corps et les attaques à distance. On a 2 comportements différents. Option 1. L'ennemi est engagé avec au moins un héros. L'ennemi est engagé avec au moins un héros. Ah oui, c'est un tireur, mais malheureusement, il est engagé au corps à corps. Si un jeton amélioration est posé sur la carte ennemie et que le jeton mentionne un déplacement, l'ennemi va se désengager et se déplacer de X cases. La valeur se cumule s'il y a plusieurs jetons. Donc là, selon les jetons, on avait vu que certains permettaient de donner des bonus de déplacement. Tout ça, ça se cumule. Il ne peut pas se déplacer sur une case adjacente à un héros. En se désengageant, il se déplace si possible de manière à créer une ligne de vue logique puisque c'est un tireur. Ok. Alors s'il n'a pas de jeton d'amélioration l'obligeant à se déplacer ou qu'il ne peut pas réaliser le fameux déplacement, il reste sur la case lance son attaque. Mais il me semble qu'on a un malus avec les tireurs quand on tire au corps à corps, hein. Dans les 2 cas, l'attaque se fait si possible contre un héros qui n'a pas encore été attaqué par ce groupe d'ennemis à ce tour. L'option 2, le tireur n'est pas engagé au corps à corps et n'a pas de ligne de vue valide sur un héros. Il se déplace afin d'avoir le héros le plus proche en ligne de vue et à portée. Si possible, sur une case sans malus pour son tir. En s'éloignant de sa cible, avec toujours une ligne de vue valide en fin de son déplacement. Si plusieurs héros sont à égale distance, il se déplace pour avoir une priorité sur un héros qui n'a pas encore été attaqué pendant ce tour. Et en se déplaçant, l'ennemi ne doit pas engager un héros, ce qui est normal puisque ça reste un tireur. Puis, cet ennemi attaque le héros ciblé. Troisième option. Notre tireur ennemi, là, il n'est pas engagé et il a une ligne de vue valide. C'est tous les feux verts, quoi. Cet ennemi ne se déplace pas et attaque, mais avec un ordre de priorité. S'il possède une icône avec la cible plus héros, eh ben ce sera le héros engagé le plus proche. Donc, comme pour faire un soutien à son pote ennemi. Si ce n'est pas le cas, ça va être le héros le plus proche sans recevoir de malus. Au pire, c'est le héros le plus proche en subissant un malus. Et si possible, il attaque en priorité un héros n'ayant pas été déjà attaqué par ce groupe d'ennemis ce tour. Donc ça, c'est une règle immuable.
Les fumiers de lapin d'ennemis ciblent systématiquement un héros qui n'a pas encore été attaqué. Selon la configuration sur le terrain, ça peut changer aussi, parce que si c'est un ennemi le plus proche, il va le faire. Mais attention, on a une quatrième option. Si aucun héros ne peut être pris pour cible, même en cas de déplacement, il se déplace au maximum de sa capacité vers le héros le plus proche. Ça peut avoir un intérêt tactiquement parce que on déboule dans une pièce par ici, on a des ennemis qui sont un petit peu plus loin par-delà. Et ben on les laisse venir. On peut grappiller un tour sans se faire attaquer, et puis après on reprend la main, on les fume. Ça c'est sur le papier, hein. Sur le terrain ça se passe rarement comme ça. Est-ce que j'ai pas vu un chat passer là? Non? Ah si. Bon, je fais un break dance pour aller nourrir Tachon. À tout de suite. Alors, me revoici. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Attaque côté ennemi. Ah oui, 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 on avait le nom. Ouais, voilà. Attaque côté héros, défense côté héros. Donc là, maintenant, l'attaque côté ennemi. Cas spécifique sur plusieurs lignes d'attaque. Ah la vache. Let's go. Si son comportement le permet, l'ennemi va attaquer un héros. Oui, oui, oui. Pour connaître l'attaque des ennemis, référez-vous à sa carte. Les ennemis possèdent aussi des effets passifs qui peuvent déclencher des phases spéciales de leur dé. Ouais. Ce qu'on applique côté héros, on va aller le rechercher aussi côté ennemi. Alors, l'attaque de cet ennemi est de 2 dés rouges et 1 dégât supplémentaire. 2 dés rouges avec 1 dégât supplémentaire. Ok. Ici, chaque face spéciale obtenue annule le lancer d'un dé de défense et d'un dé d'esquive. Plus de détails dans la partie défense. Oui, alors ça y est, purée, ça me percute là. Oh bon Dieu. Dans ISS Vanguard, on a ces symboles avec les dés là. Les dés barrés en rouge, on les supprime du jeu, ou les dés de défaut. Ça. Ah, c'est marrant que ça m'ait pas percuté avant, mais ça devait me titiller parce que là, c'est flagrant. Ok, ok. Bon, avec les jetons amélioration, les ennemis peuvent avoir des éléments d'attaque supplémentaires pour chaque tour. Et j'avais dit que au début, je n'utiliserai pas forcément les jetons amélioration, ou alors à l'inverse. Pour commencer à m'y habituer, je vais les utiliser au début, puis si ça me gonfle très vite, je les virerai. Na. Alors, l'exemple avec jeton d'amélioration. Pour ce tour, ce jeton est attribué à ce type d'ennemi. Par conséquent, son attaque sera de 3 dés rouges avec un dégât supplémentaire. Ah, les attaques de zone, bah bien sûr. Tiens, dans côté héros, on n'avait pas une histoire d'attaque de zone. Lorsqu'un ennemi possède une attaque de zone. Ah ouais. Qui est-ce qui aurait ça? Une attaque de zone, c'est un bonhomme avec plein de, toutes les flèches à côté. Oh, ça va être dans les boss, non? Mode infiltration. Ah, il me plaît bien, lui. Qui a une attaque de zone? Bah, personne. Étonnant. Si, là. Ouais, c'est plutôt dans les boss. Ah ouais, dragon, forcément. Ne soyons pas surpris. Bon, il y aurait guère que le dragon. Dans la boîte de base, on ne sait jamais s'ils nous pondent des extensions. Alors,
Lorsqu'un ennemi possède une attaque de zone, il se déplace dans la limite de son déplacement et de sa portée pour attaquer le plus d'adversaires possible. Ok. Une attaque de zone ne touche que les adversaires et non les alliés. La notion de portée. Lorsqu'une attaque comporte une icône de portée, l'attaque ne pourra jamais être plus éloignée que celle donnée. Comparée aux autres attaques à distance, celle-ci a une attaque limitée. Oui, ça va être selon les armes. Consignes spéciales. Les consignes spéciales sont des éléments passifs et activables. Que ce soit par des faces spéciales des dés ou par jetons d'amélioration, ils vont amener des bonus ou des malus aux ennemis durant leurs attaques et leurs défenses. Oui, les faces de dés que l'on connaît très bien maintenant. Ici. Alors, consigne à fond bleu concerne seulement la défense. Consigne à fond rouge, c'est pour l'attaque. Consigne à fond blanc, il considère que c'est un fond blanc, ça, ok, pour moi c'est gris, mais tant pis. Elle est activée au moment où le jeton amélioration spéciale est pioché, si c'est le cas. Perte et annulation. En plus d'annuler des dés ou des boucliers, les ennemis ont des effets supplémentaires possibles. Ces consignes impactent principalement les héros qui devront défausser des éléments et annuler certains dés et caractéristiques. Ah ouais. Alors, annulation de dés de lancer en défense. Là. Annulation de bouclier. Obligation de défausser de l'équipement. Retournement de jetons aura. Dépenser des points d'action. Subir différents dommages entre les chocs et les blessures. Annulation de caractéristiques pour le prochain tour ou phase de héros. La vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont 7 effets potentiels en perte ou annulation. Et là, encore une fois, tactiquement, ça va être énervé sur le plateau. Hein. Ça va être des vraies batailles. Bonus. Comment ça, bonus? En plus des contraintes appliquées aux héros, certaines consignes spéciales donneront des bonus aux ennemis. Il est possible que des ennemis requièrent plusieurs jetons d'amélioration. Dans ce cas, les effets se cumulent. Alors, tous les ennemis gagnent 3 d'initiative supplémentaires. Ça, faut se rappeler, c'est le symbole ennemi. Hein. Tous les ennemis, avec infini, gagnent plus 3 d'initiative supplémentaires. Ou alors, tous les ennemis gagnent des points de vie infinis. Ah non, crétin. Tous les ennemis regagnent tous leurs points de vie. Yes. Piocher un jeton. Amélioration supplémentaire pour cet ennemi. C'est le dragon. Ah ouais, on lui pioche un jeton d'amélioration supplémentaire. Ok. Si un ennemi... il pioche un jeton d'amélioration supplémentaire. Si un ennemi quoi est présent, il pioche un jeton d'amélioration supplémentaire. On parle de qui là? Du Gus qui fait peur aussi. C'est pas toi, c'est pas toi. T'es où, monsieur? Bah. J'arrive pas à retomber dessus. C'est quand même dingue. Ah, c'est... J'arrive, hein. Non. Bon, bah, j'ai de la merdasse dans les yeux. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ces consignes spéciales avec perte annulation, là, ça viendra quand ça viendra, mais visiblement, c'est spécifique au mini-boss ou au boss. Voilà son schéma chelou. Alors après, on a de l'ajout sur l'attaque et la défense.
Dès qu'une consigne est précédée d'un plus, l'effet est ajouté à l'attaque ou à la défense. Bon, ça, c'est impeccablement compréhensible. Après, on a des cas spécifiques de plusieurs lignes d'attaque. Encore une fois sur des boss. Première ligne d'attaque, là c'est à distance, sur 4 cases en ligne de vue. Il lance un dé jaune en plus pour provoquer des dégâts schmeul et c'est une attaque de zone. C'est à peu près une lecture comme ça. Et seconde ligne d'attaque, il lance 2 dés jaunes avec une distance sur 2 cases devant lui. Ah oui, plusieurs lignes d'attaque. Cet ennemi devra résoudre entièrement chaque ligne d'attaque. Ah merde. Donc là, 2 lignes d'attaque. Paf. 2 lignes d'attaque, mais c'est du boss. Tous les autres, ce sont des... Je vais pas dire des ennemis lambda, parce que même un ennemi qu'on pourrait penser lambda, mine de rien, ils ont moyen de bien faire mal. Toi, fumier, tu as 2 lignes d'attaque, une seule ligne d'attaque, une seule ligne d'attaque, 2 lignes d'attaque. Il y a une ligne d'attaque. Ok. Et en version énervée, non, il garde toujours qu'une ligne d'attaque, celui-là. Je m'en méfie, lui. Ce qui va être excellent, c'est que la peinture, ça va être relativement rapide. Bon. Beaucoup de cas spécifiques quand même, entre les consignes spéciales, des bonus, les jetons amélioration. À décortiquer, hein. Exemple de plusieurs lignes d'attaque. La première ligne, en 1. Il s'agit d'une attaque à distance, oui. Dont la portée est de 4, oui. Et la référence pour l'attaque de zone et la cible. Ah oui, oui, la référence pour l'attaque, oui, à 4 cases, c'est la cible. Cela veut dire que si l'ennemi lance son attaque, toutes les cases adjacentes au héros subissent aussi l'attaque. Ok. En dessous. L'ennemi n'est engagé avec aucun héros. Les héros, ces cibles potentielles, se trouvent dans la portée de son attaque qui est de 4 cases. Donc c'est de là. L'ennemi n'a donc pas besoin de se déplacer, va porter son attaque sur le Yoctal, qui est le héros non engagé le plus proche, l'ancienne étant déjà au corps à corps. L'attaque consiste en un dé de puissance jaune et une blessure automatique. La défense du Yoctal est de 2 dés de défense par rapport à son arme, là, le marteau. En assumant pour l'exemple qu'il ait les prérequis pour l'arme entière, sans armure associée. Résultat de l'attaque et de la défense, le Yoctal subit un dommage car il peut en contrer 2 avec les boucliers. Il choisit d'annuler la blessure et 1 des 2 dégâts du dé jaune. Il s'en sort seulement avec un dégât. L'attaque étant une attaque de zone, tous les autres alliés dans la zone autour de la cible subissent l'attaque. L'ancienne se défend contre la même attaque. Alors là où c'est bien, c'est qu'on ne refait pas un lancer d'attaque pour chaque cible dans la zone. Contrairement à Gloomhaven où il faut, pour chaque cible impactée, on va piocher un modificateur d'attaque spécifique. Mais bon, c'est propre à Gloomhaven, hein. Là au moins c'est bien, il y a une attaque de zone, on prend en compte le résultat initial. Attention, les autres héros dans la même zone que la cible se défendent contre la même attaque. Voilà, ne relancez donc pas les dés de l'attaquant. Merci, mais c'est juste ce que je venais de dire, hein. Alors en 7, l'ancienne se défend. Elle est adjacente à un allié de l'attaquant. Elle bénéficie donc d'un dé d'esquive supplémentaire. Elle est adjacente à un allié de l'attaquant. Ah la vache, oui, oui, d'accord. Elle est adjacente. Ah ouais, ok, donc on a le bonus défense. Comment je te l'aurais zappé celui-là? Le résultat de son lancer face esquive lui permet d'annuler l'attaque grâce à son dé noir là.
Défense totale. Ce dernier lancer de dés met fin à la première ligne d'attaque de l'ennemi. Il faut maintenant passer à la seconde. La seconde attaque est au corps à corps. Le dragon peut effectuer cette attaque contre une cible située à 1 ou 2 cases de distance, car il possède une icône d'attaque longue. Ah oui, portée d'attaque longue, ok. Le Yoctal est à portée, il est donc attaqué. Si aucun héros n'était à distance, le dragon n'aurait pas pu faire sa seconde ligne d'attaque. Machinalement, je me serais dit, mais alors est-ce qu'il ne se déplace pas là? Parce que le dragon, il a 600 déplacements. Donc pour réaliser sa deuxième ligne d'attaque, je l'aurais fait bouger, moi. Ça me paraissait logique. Puisque c'est une attaque au corps à corps et qu'il n'a pas eu besoin de se déplacer pour l'instant. Ah tiens, c'est bizarre. L'attaque de l'ennemi consiste en 2 dés de puissance jaune contre 2 dés de défense. Même défense pour le héros que pendant l'attaque précédente. Les dés sont lancés, le Yoctal subit 2 dégâts supplémentaires parce que les dés jaunes, ça a cumulé 5 touches, 5 dégâts dans ta face. La fin de cette seconde attaque termine le tour de cet ennemi. Attention, un héros en attente peut agir entre les 2 attaques une fois seulement que la première est résolue. Oui, et là, stratégiquement, encore une fois, ça donne des possibilités de fou. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors maintenant, la défense côté ennemi. Ici. Les ennemis se défendent toujours au maximum de leurs possibilités. Prenez les dés donnés par la carte ennemie, ajoutez-y les possibles bonus des jetons d'amélioration. Pensez également aux effets spéciaux potentiels. Oui, pensez à tout, hein. Exemple, pour ce tour, le jeton Amélio donne un dé de défense supplémentaire. De base, sa défense est de 1 dé de défense et 1 dé d'esquive. Il lance les 3 dés en même temps. Si une face spéciale de dés en défense est dévoilée, cela équivaut à une face esquive. Ouais. À force de voir les exemples qui sont bien explicites, bien sûr que ça va rentrer. Et non, bien sûr que ça va rentrer n'est pas le titre de ma sextape. Alors, fin du mode combat. Ah ouais, la vache. Après avoir fait tout ça, après avoir oublié tout un tas de petits points de règles, on arrive à la fin du mode combat. Qui normalement arrive seulement quand il n'y a plus aucun ennemi sur les tuiles. Tant qu'une condition qui met fin au combat n'est pas atteinte, les tours s'enchaînent de la même façon. Le combat peut se terminer de plusieurs manières qui dépendent du lieu, où vous vous trouvez, de consignes spécifiques du livret ou encore de cartes scénario actives. Les plus courantes, donc qui mettent fin à un mode combat, c'est lorsque tous les ennemis sont vaincus, ou lorsque tous les ennemis ont 0 point de vie. Pourquoi il y a une distinction là? Les ennemis sont vaincus, mais s'ils sont vaincus, ils sont mourus. Et s'ils sont à 0 point de vie, ils sont censés être mourus aussi pour moi. À retrier ça. On peut avoir des effets associés, déclenchez-les immédiatement. Par exemple, oups. Alors ici, dès que tous les ennemis sont vaincus, rendez-vous au chapitre 9. D'accord. Ici, dès que tous les ennemis ont 0 point de vie, rendez-vous au chapitre 153. Ouais. Alors peut-être qu'on aurait une consigne spéciale au placement du plateau de dire n'éliminez... Ah non, pardon. N'importe quoi, je viens de percuter par rapport au symbole. Mais parlez plus fort, ceux du fond, je vous entends pas faire vos réflexions là. D'un côté, on a bien sûr le symbole pour que tous les ennemis soient vaincus, mais ensuite, c'est nous, héros, qui tombons à 0 point de vie, donc on est inconscient.
Eh ben, ouais, ouais. Là, vous voyez, et c'est là où quand on lit une règle du jeu, il faut faire attention à tous les mots et à ce que l'on voit. J'ai eu en fait une petite perte de concentration parce que ça fait 1h19 que qu'on est sur un mode combat qui est très touffu, très costaud. Donc là, ça y est, je sens qu'il va être temps d'arriver à la fin. Ah oui, ok, plus qu'une page et demie, on est bien. Oui, oui, bah oui, d'accord, les conditions de mise de fin de mode combat, elles sont tout à fait logiques. D'autres effets peuvent mettre fin au combat à partir du moment où ils sont applicables, même si le combat n'est pas fini. Cela peut être en explorant un jeton d'intérêt, en éliminant un ennemi spécifique ou en arrivant à la fin du temps imparti sur les cartes compte tour. Il y avait aussi cette notion de carte compte tour, on se rappelle qu'elles sont utilisées pour les déplacements actions des ennemis et que parfois on va nous dire vous avez 8 tours pour éliminer votre adversaire ou 8 tours pour atteindre la sortie nord. Ça peut être bien, mais pour moi, c'est une pression un peu factice supplémentaire, sauf si les conditions de scénario sont bien expliquées. Mais il y a des jeux qui en abusent, hein, qui en usent et qui en abusent. Vous avez 3 tours, vous avez 4 tours, gna 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 gna. Et c'était un élément qui me faisait grincer des dents dans Fate Forge. La seule option qu'on avait, c'était allez, on déclenche un ultime et dernier tour, mais avec un malus derrière. Donc, attention à ça. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé d'appliquer le contour tel quel. On peut très bien le virer, on peut très bien, si on trouve que le jeu est un petit peu trop dur et qu'on prend moins de plaisir, se rajouter 2, 3 cartes contour supplémentaires, histoire de souffler. Oui, c'est possible. Alors, exemple. De fin scénario contour. Au moment où la condition est remplie, le cristal atteint le symbole. Rendez-vous au chapitre 2. Ah oui, d'accord. On peut avoir dans le livret d'exploration une piste de temps. On met un cristal dessus et quand ça atteint le dernier symbole, paf, déclenchement. Souvent, plusieurs options pour conclure un combat sont proposées. La première option, déclencher, prend la priorité sur les autres. Yes. Suite de l'aventure. Ah oui, une fois qu'on a fait la fin du mode combat, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le combat prend fin, les héros quittent le mode combat. Rappel, tous les héros transforment leur choc en points de vie. Oui, c'est bien de le rappeler parce que j'avais carrément zappé. Quitter un lieu. Tant que vous n'avez pas l'indication de quitter le lieu dans lequel vous êtes, vous devez y rester, qu'il y ait des ennemis ou pas. Vous devez continuer d'explorer jusqu'à trouver une indication. Il peut en exister plusieurs pour un même lieu. Lorsqu'une indication vous fait quitter un lieu, vous pouvez ranger les éléments du jeu liés au lieu en cours, donc toutes les tuiles et les jetons. Si un héros a 0 point de vie à ce moment-là, il regagne un point de vie en transformant en priorité un dégât en point de vie. Un dégât, alors je sais, ça c'est les dégâts, ça c'est les blessures. Donc on quitte le lieu, paf, si j'étais inconscient, je me remets un peu sur pattes. Oh la vache, c'est vrai qu'il a été fait référence à ça là. Alors attirer non, mais repousser oui. Cet effet, alors attirer et repousser. Cet effet permet d'attirer ou de repousser un adversaire d'une case. Le sens du déplacement se fait en ligne droite par rapport au personnage qu'il déclenche. Donc c'est diagonal en premier, puis orthogonalement. Pour rappel, un héros qui est engagé en combat
perd son déplacement gratuit. S'il se désengage par la suite dans ce tour, il ne le récupère pas. Mhm. Exemple. Cette carte arme a une capacité spéciale donnant un dégât supplémentaire et repoussant de une case. Ces deux effets sont pour chaque face spéciale dévoilée. Le héros lance les dés de cette attaque, première ligne d'attaque de l'arme, et obtient le résultat face au spécial, un dégât. Une face spéciale est dévoilée. À cette attaque s'ajoute un dégât et la possibilité de repousser l'ennemi. L'ennemi subit 2 dégâts, puis le héros repousse l'ennemi d'une case vers la droite, ici même. Il est indiqué avant l'icône sur combien de cases ces actions sont possibles. Pour l'icône attirer ou repousser, c'est au joueur de choisir le sens. Ah ouais, ok. Ah tiens, ça me fait penser au garde rouge. Alors le garde rouge, je vais associer la figurine au monsieur qui a le fouet dans le dos. Là, voilà. Lui, depuis le début, il me fait penser au garde rouge de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Et je suis sûr qu'avec un moment ou un autre, là, avec son arme, il va pouvoir attirer à lui. Mais là, je suis en train de raisonner par rapport au personnage, mais non, c'est par rapport aux armes qu'on va trouver. Donc ça se trouve, lui, on va lui coller un arc ou lui coller une baffe si il n'agit pas correctement. Alors, les détails pour attirer et repousser. Un personnage qui est poussé ou attiré contre un obstacle bloquant ou un bord de tuile subit un dégât automatique. Ça, c'est bien. Sans défense possible par case sur laquelle il aurait dû se déplacer. Ah oui, d'accord. Si, comme ici, là, déplacement impossible, obstacle bloquant. Si d'une manière ou d'une autre, j'arrive à l'attirer, il aurait dû franchir 2 cases. Il se prend 2 dégâts d'impact. La vache. Même chose si l'obstacle est un autre personnage. Ah ouais. Ce dernier ne subit rien et ne bouge pas. Les obstacles gênants peuvent être traversés et n'ont aucun effet. Ah, pousser un ennemi contre un autre ennemi, ça lui donne un dégât alors. C'est bizarre. Oh, autant quand c'est des objets en dur, oui, ouais, non, mais bon, je prends, hein. Là, ça va dans mon sens, alors je prends. Un ennemi attiré ou repoussé dans une zone de faille est éliminé, oui, ok. Les héros, eux, deviennent inconscients et inversent leurs jetons initiative et leurs figurines. Ça, on l'avait vu, c'est vrai que quand un héros devient inconscient, petite révision, je tombe inconscient, j'inverse, hop, comme ça, jusqu'à récupérer un point de vie ou plusieurs points de vie par le biais d'une potion si j'ai un pote qui vient m'en faire boire une ou un sort ou autre. Dès que je reviens conscient, tac, on reprend. Et on reprend entre 0 et je sais plus quoi. Ça, ce sera à revoir, mais il y avait un bins à respecter. Ok. Ok. Exemple, dans cette configuration, l'ennemi peut repousser le héros d'une case. Donc le fumier à gauche va nous pousser, sauf que on ne peut pas bouger parce qu'on a la ligne rouge bloquante, on subit un dégât automatique. Dans l'autre exemple, le héros peut attirer l'ennemi d'une case, ici en diagonale. L'ennemi ne peut pas effectuer ce déplacement car la case est prise par nous-mêmes. L'ennemi subit alors un dégât automatique. Ah ouais, d'accord. Bah ça c'est... On le voit jamais. Enfin jamais. J'ai pas fait tous les dungeon crawlers de la Terre à ce jour, mais c'est la première fois que je le rencontre, au moins en 5 ans. Donc ça souligne ça a le mérite d'être souligné.
Alors l'attaque longue après, comme on a vu avec notre petit dragonnet, un personnage avec une attaque longue peut attaquer au corps à corps un adversaire adjacent ou à 2 cases de lui. L'attaque peut passer au travers d'un autre personnage sans malus, mais pas au travers d'un objet bloquant, c'est logique. Précision, le bonus de surnombre s'applique. Ah oui, puisque quoi? S'il attaque un personnage à 2 cases, mais qui a un autre personnage devant, on, on est considéré comme étant en surnombre. D'accord. Effet particulier des cartes armes. Le choix et l'activation. Ok, alors là, on sort de... On est dans les précisions, hein. Oui, oui, on avait mis fin au mode combat. Et là, c'était vraiment en 10. Les autres effets... Ah bah je peux faire comme ça. Tiens, j'avais pas fait gaffe qu'il y a la flèche. Ce sont vraiment les autres effets que l'on peut appliquer en combat. Donc, des effets particuliers sur les cartes armes. Choix et activation. Les différentes lignes d'attaque et de défense peuvent proposer des actions multiples ou des choix à réaliser. Ils peuvent être passifs, avec ou sans coût supplémentaire pour être activés, ou encore demander différents éléments pour se matérialiser. La grande ligne là. La ligne annule un dé de défense et, en utilisant un jeton aura, permet d'appliquer cet effet sur une des zones indiquées. La vache! Il y a du monde hein, en icône hein, là. Ok. En dessous, la ligne annule un dé d'esquive. Et si un ennemi est éliminé avec cette attaque, le héros réactive 2 jetons aura. Alors à chaque fois là, enfin à chaque fois, là ça coûte rien, là ça coûte plus 1, et là ça coûte rien en action. Et donc en bas à droite, ici en utilisant un jeton aura, le héros obtient 2 boucliers. Ça c'est la plus fastoche à lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et les 2 autres, il faudra plus de temps, mais ça reste logique parce que, mine de rien, depuis qu'on a attaqué la première page de ce livre de règles, eh ben, le système de lecture commence sérieusement à rentrer. Ok. Alors les bonus. Certaines attaques et défenses offrent des bonus. Une fois toute l'action résolue, le héros peut se déplacer d'une case dans la direction qu'il souhaite. Ouais, là on est vraiment dans de l'iconographie spécifique, donc on la retrouvera dans le glossaire. Certaines cartes ont un effet de contre-attaque dans leur défense. Lorsqu'une attaque est terminée et résolue, appliquez ces effets, même si l'attaque a été annulée. Ah ouais, bien. On peut contre-attaquer même si on n'a rien pris. Ici, il s'agit d'une contre-attaque. Si une attaque spéciale 2D de défense est révélée une fois l'action résolue, l'ennemi qui a attaqué le héros reçoit 2 dégâts automatiquement, sans défense possible. On aime ce genre d'effets sur nos cartes. Alors, je pense on pourra les trouver sur les cartes plus hein, améliorées. Après, les effets de zone. Les armes possédant un effet de zone ciblent tous les adversaires de la zone, comme on l'a vu avec l'attaque du dragon. Lancez une fois les dés d'attaque, le résultat de l'attaque sera confronté à la défense de chaque adversaire dans l'ordre du choix des joueurs. Alors on voit qu'on a différents effets de zone, hein, effectivement, hein, en croix, en diagonale, en rond, en cercle. Tout est envisageable. Ok. Les armes. Ouais, ça ok. Ces attaques n'ont pas de repère géographique autre que le départ. Il est donc possible de les utiliser dans toutes les directions.
Oui, 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 oui. Ici, là, on voit que c'est ciblé vers le nord, mais on s'en fout. On peut l'appliquer dans toutes les directions avec le respect de la forme T pour la zone. C'est marrant qu'il le précise, mais je peux comprendre que éventuellement, alors avec l'habitude, nous autres fervents adeptes des dungeon crawlers, ça paraît logique, mais pour ceux qui sont novices avec les dungeon crawlers et qui ont le courage de se lancer dans Malia, c'est vrai que ça pourrait être un point d'interrogation. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le héros décide d'utiliser la première et la dernière ligne d'attaque de sa carte. Ok. Deux ennemis se trouvent dans la zone en question. Ouais, surtout avec la dernière ligne d'attaque là. Chaque ennemi y répond en lançant ses dés de défense. Il possède un dé de défense chacun. Oups. Attaque de la zone du héros. Défense de chaque ennemi. L'ennemi peut annuler un dégât de l'attaque du héros, il ne reçoit que 2 dégâts. Par contre, le second ennemi n'a aucune défense et il reçoit les 3 dégâts. Ok, oui, 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 oui. Alors attention, là, on voit que c'est bel et bien le symbole du casque héros. Comment j'avais fait ça la dernière fois? Ça, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Là, en noir, c'est bien le symbole du héros hein, que l'on voit. Donc, l'attaque part de lui. D'où le fait de pouvoir pivoter comme on veut. Élément particulier, ça c'est la prochaine fois que l'on verra ça. Bon, bon. Piou, piou, piou. Vous êtes toujours là? Bah dis donc. Parce que moi j'ai failli partir. Hein. Il y a un moment, je commençais à décrocher, vous l'avez vu. Mais c'est normal, ça je m'en inquiète pas, c'est le mode combat. Il faut lire, réfléchir, se concentrer en même temps sur l'éventuelle application sur le plateau. Donc, ce sont les plus gros morceaux, contrairement aux paragraphes plus légers, le voyage, l'infiltration. Ouais, quoique l'infiltration, c'était déjà un petit peu balèze, mais mon implication était différente. Là, dans tous les dungeon crawlers, quand on parle du combat, ça reste costaud. Bon, ça confirme en tout cas une chose, hein, je vais le répéter, mais expert plus plus. Si on veut profiter du jeu et le jouer vraiment tel quel, ça nécessite un investissement en temps et en test, probablement, un peu plus costaud que les autres. Mais c'est bien, hein. Il n'y a pas de surprise, hein, quand j'ai commandé Malia, à la base, on sentait qu'il y avait beaucoup à faire. Hein. C'était prévu comme ça. Bon, bah, parfait, parfait, parfait. Donc, la prochaine fois, ce sont les éléments particuliers. Et ce sera la dernière vidéo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça va être la dernière vidéo parce qu'on va avoir la page 64 à 70, puis dans la foulée, le glossaire, qui est sur plusieurs pages, avec toutes les iconographies. Donc c'est bien, hein, on a torché ça. Alors torché, c'est peut-être pas le mot, parce que tout bout à bout, ça va faire plus de 10 heures de vidéo pour la lecture et l'apprentissage des règles, largement. Bah, ce sera la plus longue série de découvertes que j'aurai eu à réaliser sur la chaîne jusqu'à présent. Il y en aura probablement d'autres, hein, vu les gros bestiaux qui sortent là, enfin, qui sont prévus 2026, 2027 et autres. Bon, bah, c'était bien. C'était encore une fois très bien. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine, j'espère demain, mais ça, je ne sais plus comment est foutu mon planning sur les 48 heures à venir. Il va falloir que je me replonge dedans. En tout cas, merci à vous, merci aussi pour tous les commentaires
qui tombe par rapport à Malia. C'est vraiment super cool. Et à la prochaine. Salut, salut.